Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la thématique bioéconomie et on va parler méthanisation, production d'énergie et impact dans les productions agricoles. Pour ce webinaire, ce sera Cécile, ma collègue d'Agrium, qui va animer ce webinaire et elle présentera les intervenants. Je vais laisser la parole à Cécile pour introduire ce webinaire et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, notre sujet aujourd'hui, méthanisation, production d'énergie et impact dans les productions agricoles. Nous allons donc explorer cette thématique, sachant que donc la méthanisation dans le secteur agricole est perçue aujourd'hui en particulier comme une source alternative de revenus pour les agriculteurs, mais pas seulement. Elle engage beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques. Et donc, nous allons explorer ces questions et en nous efforçant aussi d'apporter, si ce n'est des réponses, en tout cas des éclairages multiples et variés, grâce en particulier à la contribution donc de Vincent Jean-Baptiste, qui est responsable des affaires agricoles à la direction biométhane de GRDF. Et donc Vincent nous présentera un panorama de l'activité gazière en France et de sa place dans le mix énergétique, afin de nous permettre de mieux appréhender les enjeux d'une production 100% verte, adossée en particulier aux activités agricoles. Ensuite, Armelle Damiano, directrice de l'association AILE, Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement, fera un point sur la typologie des installations de méthanisation sur les territoires et de façon à nous aider à mieux distinguer donc les différents types d'acteurs et de projets qui interviennent et à mieux comprendre aussi les enjeux de cette activité et éventuellement aussi ses impacts sur l'agriculture. Et enfin, Yves Leroux, professeur à l'Université de Lorraine-Ensaya, porteur de la chaire industrielle Agrométa, lui développera un état de la recherche sur le sujet pour préciser ensuite les questionnements scientifiques et techniques qui demeurent aujourd'hui sur cette question. Et il terminera en développant aussi un petit peu les questions autour de la formation et notamment les enjeux je dirais, d'enseigner la méthanisation à différents niveaux de formation. Donc, je vous remercie d'être présents aujourd'hui nombreux et je donne donc la parole à Vincent Jean-Baptiste. Bonjour à tous, merci Cécile pour l'introduction, merci à Agrium pour l'invitation à participer à ce webinaire. Alors effectivement, mon objectif là en introduction, c'est de vous expliquer en quoi le monde agricole aujourd'hui peut contribuer et contribue en fait à la transition énergétique et pourquoi GRDF est très intéressé par le sujet de la méthanisation agricole et accompagne au quotidien les acteurs du monde agricole pour se structurer et pour renforcer leur activité sur le sujet de la méthanisation, notamment en injection. Est-ce que vous voyez bien la présentation que Philippe vous présente? Très bien, voilà. Donc on va parler mix énergétique, on va parler gaz évidemment. Donc voilà, j'appartiens à la structure GRDF, je suis responsable des affaires agricoles là-bas. Donc GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France, vous le connaissez sûrement. Et je reviendrai plus spécifiquement un peu sur nos activités. Mais avant cela, on va parler du gaz pour revenir sur cette petite infographie relativement simple qui vous explique tout simplement que le gaz aujourd'hui est un pilier, est un des fondements de notre mix énergétique. Quand on regarde les chiffres de consommation, c'est le premier petit pavé que vous avez en haut à gauche. En gros, sur une année, quand on regarde, grosso modo, vous avez des consommations d'électricité qui sont en fait équivalentes aux consommations de gaz. Donc, le gaz aujourd'hui, voilà, les consommations sont équivalentes. Ça, c'est les infographies de la filière, mais si vous allez sur le site du ministère de la Transition écologique et sur le service des statistiques, vous aurez bien tous ces chiffres. Vous verrez, grosso modo, on consomme au compteur l'équivalent de près de 400 TWh de gaz, et ce qui est équivalent à la consommation au compteur de l'électricité aujourd'hui. Le gaz sert à quoi? Vous le savez bien, il nous sert à nous chauffer, il nous sert à faire de l'eau chaude sanitaire chez vous, vous pouvez faire également de la cuisson. Beaucoup d'industriels qui ont besoin de chaleur utilisent aussi du gaz, donc beaucoup d'usages industriels principalement pour la chaleur. Et ce que vous présente aussi cette diapo, c'est que le gaz sert également à produire de l'électricité et assure notamment un rôle très important, c'est l'équilibrage du système électrique.
parce que je vous disais en introduction qu'il y avait des consommations équivalentes en térawattheure d'électricité et de gaz, mais finalement, un térawattheure de gaz versus un térawattheure d'électricité, c'est un peu comme comparer des choux et des carottes, parce que le système électrique, à tout moment, doit être équilibré entre la production et la consommation. Vous devez, quand vous consommez un mégawattheure d'un côté, bah, il doit être produit quasiment instantanément de l'autre côté. Alors que le gaz, bah, un térawattheure de gaz, ça se stocke. C'est ce qui vous est montré un petit peu en bas à gauche, là, c'est que le gaz peut être stocké dans des systèmes de stockage souterrains ou dans son infrastructure de réseau. Et donc c'était ça un petit peu ma conclusion, c'est que finalement, le térawattheure de gaz et le térawattheure d'électricité sont difficilement comparables. Et le térawattheure de gaz prend particulièrement toute son importance dans des systèmes, par exemple quand il fait froid, là en ce moment, on chauffe beaucoup plus, on sollicite les systèmes de stockage, et le lien entre ces systèmes de stockage et les systèmes de production est assuré par cette infrastructure énergétique. Donc effectivement, Philippe, tu peux passer à la slide d'après. Où on voit l'importance de l'infrastructure, notamment gérée par GRDF. Vous avez donc des stockages. Entre ces stockages, vous avez des réseaux de transport, ce sont plutôt les gros tuyaux, on va dire les autoroutes du gaz qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de transport, le GRT Gaz. Et puis ensuite, quand on descend en pression, et quand on arrive dans les dernières étapes qui amènent et qui distribuent le gaz jusqu'à vous, consommateurs ou petits consommateurs industriels, et ben là, on appelle ça le réseau de distribution. Et c'est ce réseau que GRDF gère. Vous voyez que c'est un réseau qui est très important, qui fait plus de 200 000 km, ou la quasi-intégralité du territoire français. Et nous, GRDF, notre responsabilité, c'est d'exploiter ce réseau pour le compte des collectivités, parce qu'en fait, le réseau appartient aux collectivités, enfin nous appartient, et GRDF ne fait qu'exploiter les tuyaux. Et donc, voilà, tout est dans le titre de la slide. Hein. Le réseau est actuellement un actif très, très important pour la résilience de notre système énergétique. Voilà, premier point. Gaz très important dans notre mix énergétique, notamment par sa capacité à être stocké et à être véhiculé dans une infrastructure de transport et de distribution. Bon, maintenant, il y a quelques hicks vis-à-vis du gaz, vous les connaissez bien. On est extrêmement dépendant d'importations. Donc, en termes de souveraineté, c'est un sacré sujet, particulièrement en période de crise et avec les éléments dramatiques, la guerre en Ukraine qui nous impacte tous dans nos quotidiens aujourd'hui. Vous voyez qu'avant la guerre, il y avait près de 17% du gaz consommé en France qui était importé de Russie. C'était quand même pas négligeable. Donc, on a clairement une difficulté en termes un sujet de souveraineté énergétique vis-à-vis du gaz. Et c'est le petit encart là où vous voyez que y a certaines voix, certaines personnes qui commencent à dire que finalement, il y a des moyens de produire du gaz aussi en France, et on va en parler, en France et en Europe, et on va en parler aujourd'hui. Donc en termes de souveraineté, il y a un sujet, et on va voir avec la discussion d'aujourd'hui que la méthanisation peut potentiellement nous aider sur ce sujet. L'autre, si tu peux passer à la slide suivante, l'autre gros hic, on va dire, vis-à-vis du gaz, c'est que la quasi-intégralité du gaz encore aujourd'hui, on va dire 97-98% du gaz qui véhicule dans les réseaux, c'est du gaz d'origine fossile. C'est-à-dire qu'il a été extrait de ressources fossiles. Et lorsque on le brûle, au final, dans une chaudière, sur votre table de cuisson ou dans une chaudière industrielle, lorsqu'on brûle, ce qu'on dégage, c'est du CO2 fossile avec un fort impact sur le changement climatique, comme vous le savez bien. Et donc, vous avez sur la partie de gauche le facteur d'émission qui est dans la base carbone aujourd'hui, relatif au gaz naturel, 227 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Ça, clairement, on sait très bien tous que ce n'est pas durable et qu'il va falloir travailler sur ce sujet-là. Et donc, une des possibilités qui s'offre aujourd'hui à nous, c'est de passer d'un gaz fossile, issu d'une ressource fossile, à un gaz produit à partir de ressources dites renouvelables, donc de la biomasse à cycle court, des déchets agricoles, des biodéchets issus du tri sélectif à la source, des déchets issus du monde agricole vis-à-vis, par exemple, des effluents d'élevage ou ce genre de choses, et puis des productions agricoles potentiellement, comme des cultures principales, un petit peu. On a le droit aujourd'hui d'en mettre un peu dans les méthaniseurs, mais c'est réglementé de manière assez stricte, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et lorsqu'on produit du gaz à partir de ces ressources-là, eh bien, on est sur une énergie
avec un facteur d'émission beaucoup plus faible. Donc on passe de 227 grammes, c'est le facteur d'émission qui est lié à l'usage de gaz naturel. On passe à 44 grammes. Ça, c'est le facteur d'émission qui est dans la base carbone aujourd'hui. Donc, ce n'est pas neutre. Hein. Aucune production d'énergie renouvelable est intrinsèquement neutre aujourd'hui. Il faut, même si on est sur du déchet, il faut les véhiculer, il faut les transporter. Lorsqu'on transforme ces déchets, il peut y avoir, on consomme de l'électricité, on consomme des matériaux, il peut y avoir quelques petites pertes, quelques petites fuites à certains endroits qui, elles, vont avoir un impact sur le réchauffement climatique. Hein. Le méthane, même si c'est du méthane biogénique, il a un impact sur le changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas un facteur d'émission qui est nul. Hein. On est à 44 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Mais aucune énergie renouvelable est neutre. Quand vous regardez dans la base carbone aujourd'hui, vous constatez que le photovoltaïque, par exemple, en fonction d'où il vient, si c'est du photovoltaïque issu de panneaux chinois, par exemple, eh ben, tiens, on est aussi à 44 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Bon, voilà, ce n'est pas nul, mais par contre, par rapport à son équivalent fossile, on a bien une réduction significative et un effet de substitution qui est très, très intéressant. Donc, si on passe en fait effectivement à la suite, on voit que l'enjeu du point de vue du gaz, donc on a besoin de gaz, il est essentiel pour notre mix énergétique et il va continuer à être essentiel pour notre mix énergétique, surtout pour sa capacité à se stocker. Mais bon, maintenant, on est très dépendant d'importation et c'est un facteur d'émission très fort quand c'est du fossile. Donc, une des solutions qui se développe de plus en plus sur le territoire aujourd'hui, c'est la méthanisation. Vous voyez que c'est donc là je vous parle uniquement de la méthanisation par injection, donc au moment où le biogaz est généré par méthanisation, vous pouvez, et ça Armel vous en parlera, soit faire de la cogénération, soit de l'injection. Ce que je vous présente là, c'est uniquement la valorisation par injection. Et à date, vous voyez que vous avez près de 527 unités de méthanisation qui injectent aujourd'hui du gaz renouvelable directement dans le réseau, notamment dans le réseau et en particulier dans le réseau GRDF. Et donc nous aujourd'hui, c'est une transformation de métier pour nous. Alors qu'on avait juste à gérer des tuyaux où il y avait du gaz qui venait par les grandes autoroutes de gaz, et ben on se retrouve maintenant à gérer des petites productions de gaz renouvelable sur l'ensemble du territoire, à raccorder ces projets et à leur fournir ce qu'on appelle un service d'injection, un poste d'injection qui permet de vérifier que le gaz qu'ils produisent a les bonnes caractéristiques et peut être intégré en toute sécurité dans le réseau. Et sur ces 527 unités de méthanisation, il y a une immense majorité qui sont exploitées par des acteurs agricoles, en fait. C'est de la méthanisation agricole. Tant et si bien que près de 80% de la production de gaz renouvelable aujourd'hui, elle est assurée par des méthaniseurs agricoles. Donc, vous voyez, le monde agricole, aujourd'hui, c'est lui qui contribue à la transition énergétique de notre pays. Donc ça, c'est la situation à date, aujourd'hui. Si on s'intéresse à l'avenir, peut-être que Philippe pouvait passer à la présentation, à la slide suivante. Pour moi, c'est bloqué ici. Toc. Ça passe pas. Ah si, voilà. L'avenir, donc ça, c'est l'horizon 2050, c'est les prospectives. Je vous ai mis un ensemble d'études là qui font des prospectives et qui projettent les potentiels de production de gaz renouvelable à partir, donc là c'est des ressources agricoles, hein. Vous voyez, on est sur les couverts végétaux, on est sur les cultures dédiées quand l'entité en question considère qu'on pourra continuer à utiliser des cultures dédiées, de l'herbe, les fourrages, principalement les cultures intermédiaires à vocation énergétique, etc. À l'horizon 2050, vous voyez que c'est assez aligné, il y a quelques différences, mais globalement, le potentiel il est considérable. Et il est autour de 100, 120, 130 TWh de gaz renouvelable. Donc c'est clairement non négligeable, ce qui nous permet de dire, nous, peut-être que Philippe, vous pouvez passer à la slide suivante, en tant que gazier, dans les perspectives qu'on se fixe à l'horizon 2030 ou l'horizon 2050, à l'horizon 2050, on est assez optimiste dans le fait qu'il pourrait y avoir, à l'horizon 2050, 100% de gaz renouvelable dans les réseaux, produits localement en France, principalement via des unités de méthanisation. C'est ce que vous voyez sur les barres de gauche. À l'horizon 2050, il pourrait y avoir 130 TWh de gaz renouvelable produits par les unités de méthanisation. Et vous voyez aujourd'hui, 80% de ce gaz est produit par des acteurs agricoles. On espère aussi qu'en 2050, ce seront bien des acteurs agricoles qui produiront majoritairement ce gaz-là. Il y a d'autres technologies qui émergent aujourd'hui, mais qui sont peut-être un peu moins matures que la méthanisation. C'est la pyrogasification, la gasification hydrothermale et la méthanation. Mais ce sont des sujets un petit peu plus émergents et on n'est pas aujourd'hui, en tout cas, sur le stade de développement tel que la méthanisation se développe aujourd'hui. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est
bien vous montrer peut-être en restant sur cette slide-là, s'il vous plaît, Philippe. Ce qu'on voit sur la droite, c'est que, OK, on projette bien et on souhaite, notre futur souhaitable, c'est qu'il y ait 100% de gaz renouvelable à l'horizon 2050. Mais le premier levier et à avoir tous en tête, c'est bien évidemment la maîtrise de la demande de l'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir que tous, nous, collectivement, on passe des 481 TWh de gaz consommés à presque 312 TWh de gaz. Donc un effort énorme à faire collectivement sur la maîtrise de la demande, et ce qui nous permettra d'imaginer un mix de gaz 100% renouvelable en 2050. Et alors là, c'était plus un détail sur les gisements de biomasse potentiellement mobilisés, mais ce sont des slides que je garde en cas de question. Moi, ce que je vous propose juste là, c'est de passer la parole à Armelle. Les principaux messages que je voulais vous faire passer, c'est aujourd'hui, le monde agricole, il contribue effectivement à la transition énergétique. Vous l'avez bien compris, nous, en tant que gaziers ou exploitants de réseaux de gaz, on mise beaucoup sur le monde agricole pour contribuer à cette transition énergétique. Mais il n'y a pas que la transition énergétique qui est en cours. Il y a aussi la transition agroécologique, il y a aussi la transition écologique de manière générale. Et ce sont ces sujets-là aujourd'hui qui vont nous intéresser, et notamment les questions d'innovation et de formation. Et je pense que Armelle et Yves vont nous apporter des éclairages là-dessus. Donc il ne s'agirait pas que la transition énergétique et la contribution du monde agricole à la transition énergétique viennent perturber ou percuter ces autres transitions. Nous, on veut que ça se fasse. Pour que ça se fasse, il faut que ça se fasse de manière durable et qu'on trouve des bons compromis entre toutes ces transitions. Merci beaucoup, Vincent. Donc, Armelle, à vous. Très bien, vous voyez bien ma présentation. Donc, vous avez eu le temps de, de voir en quelques mots pour qui je travaille, l'association Elle. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur le sujet de la méthanisation, plutôt dans les territoires bretons et ligériens, mais aussi à l'échelle nationale. Donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire qu'on parle de la méthanisation, mais finalement, il y a des méthanisations avec des critères de distinction des unités qui sont assez divers et variés. Vous l'aurez compris, on peut distinguer les unités de méthanisation entre elles par la valorisation de leur énergie, on y reviendra, mais finalement, il y a aussi beaucoup d'autres points de discrimination. Et en particulier, le caractère agricole ou pas de la méthanisation, on voit que c'est très majoritaire en France. C'est très majoritaire en France parce que c'est lié à un gisement, à une ressource mobilisable qui est essentiellement agricole, mais pas que. Donc, la place de l'agriculture, elle peut être marginale, voire anecdotique dans certains types de méthanisation, voire essentielle et éventuellement unique dans d'autres types de méthanisation. Donc, la typologie et l'origine des intrants aussi est divers et variée. La taille, bien sûr, des installations avec les tonnages entrants, le dimensionnement de la valorisation énergétique est un facteur de distinction important. Il y a des différences de procédés techniques, mais c'est quelque chose un peu à la marge dans la distinction des unités. Et il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la gouvernance et des acteurs impliqués, c'est-à-dire que la méthanisation peut être réalisée par et pour les acteurs du territoire avec tout un enjeu de décision sur justement quels sont nos critères d'acceptation de diversité d'intrants, de retour au sol des digestats, parce qu'on bien entendu, on parle beaucoup d'énergie quand on parle de méthanisation, mais notre cheval de bataille, c'est de faire comprendre aussi que dans un projet de méthanisation, on ne peut distinguer le caractère énergétique du projet du caractère agronomique et lié au retour au sol des digestats, puisque 90% des intrants ressortent sous forme de digestats et doivent être retournés au sol sous forme de plan d'épandage. Donc, il y a un enjeu agronomique et de lien direct avec le monde agricole qui est indéniable à tous les projets de méthanisation. Voilà, ce qui fait que ces critères de distinction peuvent permettre de classer, on va dire, la méthanisation par typologie. Donc, vous avez sur la barre de gauche la taille de l'unité qui est plus ou moins importante, mais aussi la diversité des intrants. Donc, on va avoir des unités de taille importante, mais quasiment mono-intrants. Donc, sur des sites industriels ou des grandes stations d'épuration qui sont eux-mêmes producteurs finalement de résidus sous forme de boue ou d'eau peu chargée, il peut y avoir des outils de méthanisation qui ont été mis en place, mais qui sont internes
qui sont quelque part une étape du procédé de traitement présent déjà sur la station ou ajouté par la suite sur la station et qui n'ont pas un grand impact au territoire en termes de mobilisation d'intrants. Et à l'inverse, des unités centralisées ou territoriales qui, elles, veulent être un lieu de réception de nature de matières très diversifiées et donc toute une logistique d'approvisionnement, une logistique d'intrants, une logistique de retour au sol. Et puis, il y a aussi des modèles de méthanisation beaucoup plus petits, à dimension de l'échelle d'une exploitation agricole. Donc, la méthanisation dite à la ferme est en général intégrée à l'exploitation agricole et s'appuie sur des ressources un peu diversifiées. Et puis, la microméthanisation qui peut être vraiment uniquement basée sur des effluents d'élevage à petite taille. Donc voilà, derrière le mot méthanisation, il faut mettre des choses assez différentes et donc il y a cette diversité de typologie qui est représentée en France. Alors la France, en Europe, elle a une place à la fois qui est croissante dans le nombre d'unités de méthanisation par million d'habitants, mais qui reste quand même assez peu, qui reste encore une place pas dans les premiers rangs par rapport à des pays voisins qui ont démarré le développement de la méthanisation bien plus tôt que nous. En France, le début de la méthanisation, c'est, on va dire, 2005-2006 pour les premières installations, quand certains pays, au Danemark ou en Allemagne, etc., le faisaient depuis les années 80. En tous les cas, les spécificités du modèle français, aujourd'hui, c'est faire le pari du développement par des solutions plutôt de valorisation par injection. Petite unité, malgré ce qu'on peut voir parfois sur les territoires, ça reste des installations de petite taille par rapport à d'autres pays européens et qui sont vraiment basées sur des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment les spécificités du modèle français qui se distinguent pas mal des autres types de méthanisation. Alors en France, on en est où aujourd'hui? On a à février 2023, il y a 1717 sites qui valorisent de méthanisation à l'échelle de la France. Donc le biométhane, Vincent en a parlé. La cogénération représente quand même encore aujourd'hui 2 fois plus d'installations que le biométhane. Et la chaleur seule, c'est quand on valorise le biogaz directement en chaudière. Donc ça, c'est les installations qui valorisent du biogaz. Et si on y rajoute également il y a également des installations de valorisation du biogaz issu de centres de stockage. Donc, on a un chiffre un petit peu différent entre la droite et la gauche. Vous voyez que géographiquement, la méthanisation est assez répartie sur le territoire avec des territoires au Grand Ouest et au Grand Est qui sont assez pourvus en nombre d'installations. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail des chiffres. Quelques mots sur la production d'électricité. À peu près 1000 sites de méthanisation produisent de l'électricité, ce qui représente aujourd'hui à peu près 576 MW électriques de puissance et 2,6 TWh d'électricité produite. Donc, c'est une faible part de la consommation d'électricité produite en France. Par contre, c'est les premières installations qui se sont développées en France depuis 2000, à partir de des années 2005-2006, on a commencé à faire de la cogénération. On en a fait beaucoup jusque, on va dire, 2018-2019. Et depuis, il y a un véritable relais plutôt par la solution d'injection. Pour l'injection de biométhane, je ne vais pas y revenir puisque Vincent vous a présenté les chiffres. C'est la même chose, mais pour montrer que la dynamique de l'injection, elle a pris le relais et elle est plus récemment en développement. Pour revenir sur le fait que la méthanisation ne fait pas que produire de l'énergie, il y a donc tout un enjeu d'appréciation des externalités de la méthanisation, donc qui peut avoir des impacts sur différents enjeux, donc enjeux environnementaux, enjeux d'économie et d'emploi, et également un enjeu important en lien avec les systèmes agricoles. C'est-à-dire que la méthanisation, on voit bien, valorise des intrants agricoles qui sont issus d'une activité agricole. Donc aujourd'hui, le modèle français est basé sur la valorisation des coproduits de l'activité principale qui reste l'activité de production alimentaire pour l'alimentation humaine et animale. Donc ça, c'est un système français qui a été très vite cadré par des réglementations qui n'autorisent pas un recours massif aux cultures énergétiques principales pour alimenter les méthaniseurs.
Donc, avec cette limite-là, on a vu des modèles se développer sur principalement des effluents d'élevage, des résidus de culture et des cultures intermédiaires. Mais on sait aujourd'hui que les perspectives prévoient une mobilisation massive de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des couverts en interculture, et qui du coup se développent aussi en ayant un impact sur les rotations, c'est-à-dire qu'on fait évoluer les rotations en lien avec les projets de méthanisation pour permettre à ces couverts d'hiver et parfois d'été d'avoir une véritable place dans la stratégie globale de l'exploitation agricole. Donc, c'est un levier de transition vers l'agroécologie et des systèmes plus durables. On a des études, on a des rapports qui démontrent que la méthanisation peut être un levier de l'agroécologie. Elle peut apporter une autonomie dans la fertilisation azotée. Là aussi. Par contre, il faut être vigilant sur le fait qu'il n'y ait pas de conflit d'usage du foncier, puisque il y a la concurrence directe et la concurrence indirecte de l'introduction de cette culture intermédiaire sur la vocation de production, la vocation de l'agriculture et donc de la production de biomasse. Et puis, on est quand même sur des enjeux aussi d'investissements importants. Et donc, il y a des questionnements qui sont posés aujourd'hui au modèle de méthanisation sur l'accès à l'installation et à la transmission en lien avec ces outils de méthanisation. Donc, tout ça, c'est des impacts potentiels, mais qui peuvent être travaillés de façon pertinente, mais pour cela, ils doivent être intégrés dès le début dans la réflexion des projets. Donc, on voit bien que la réflexion d'un projet de méthanisation, qu'il soit individuel ou collectif, renvoie à des réflexions stratégiques des modèles de méthanisation, c'est-à-dire comment je me positionne à l'avenir en tant qu'agriculteur, méthaniseur, quelles sont mes évolutions, comment je fais évoluer la conduite de mon cheptel, comment je fais évoluer mes rotations pour rester dans une double capacité et un double enjeu de sécurité, de vocation de production alimentaire pour la sécurité et la souveraineté alimentaire française, mais aussi de production d'énergie au service du territoire, comme nous l'a montré précédemment Vincent. Voilà, je pense en avoir fini par rapport à ma présentation, et si vous avez des questions, j'y répondrai par la suite. Merci beaucoup, Armelle. Et donc, je laisse la parole à Yves, donc, pour nous parler de la recherche et de la formation sur ce sujet. Votre diaporama? Normalement, c'est bon. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous faire un bref tour des questions de recherche, développement et de formation qui concernent la méthanisation. Ça viendra en complément et ça viendra faire écho à ce que vient de dire Armelle sur les enjeux actuels de la méthanisation. Donc, en fait, sur la question de la recherche et du développement, on a actuellement de nombreux programmes multipartenariaux qui sont mis en œuvre par l'INRAE. De très nombreux labos travaillent sur cette question, des UMR. On a des chambres d'agriculture à peu près dans toutes les régions, chambres départementales, chambres régionales, des lycées agricoles qui ont leur propre unité de méthanisation. Les instituts techniques, Institut de l'élevage, Arvalis, sont sur ces questions. On voit aussi de nombreuses universités, des écoles, des associations comme l'association Elle, des bureaux d'études qui sont dans ces recherches. Et puis avec des financeurs multiples, l'ADEME, la région, l'Europe, les programmes ANR, les énergéticiens, et on va le voir, GRDF comme GRT est un financeur important, ça fait partie de ses missions. Vincent Jean-Baptiste pourra le repréciser. GRDF finance la recherche sur la méthanisation via un programme identifié en amont avec la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Puis vous avez aussi des financements privés qui sont proposés. Alors les thèmes, je vais un peu répéter ce qu'a dit Armelle, mais après je rentrerai un petit peu dans des détails de ces programmes thématiques. On a un vrai travail actuellement sur les intrants. Donc, ces fameuses cives
On l'a vu dans les scénarios proposés par Vincent Jean-Baptiste, ces CIF, culture énergétique à vocation culture intermédiaire à vocation énergétique, vont être dans l'avenir une source importante. Donc, il faut que ces CIV apportent des externalités et ne dégradent pas le modèle global. On va aussi beaucoup travailler sur les pré-traitements et sur les biodéchets. Dans les procédés, alors même si Armel, à juste titre, a dit que ce n'était pas une question actuellement, ça pourrait le devenir à l'avenir avec des réflexions sur la méthanation. Donc, on pourra répondre un petit peu à vos questions sur ce que peut être la méthanation. On travaille aussi sur de l'amélioration de l'épuration ou le traitement du digestat. Ça aussi, c'est un enjeu majeur parce que ce digestat, aujourd'hui, on déplace beaucoup d'eau dans ce digestat. Ce même digestat, on va avoir des questions sur son épandage, sa volatilisation. On sait que s'il est mal épandu, cela va poser des problèmes. La question de fertilité des sols et vie du sol, là aussi, on peut lire à peu près tout et n'importe quoi sur Internet sur ces questions. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, des dispositifs sont mis en place sur des apports de longue durée sur le digestat. En termes environnementaux, eh bien là, on peut citer l'excellent travail mené par l'INRAE et Doris Brockman sur l'ACV multicritères, qui permet justement de regarder sur une vingtaine de critères l'analyse du cycle de vie de cette méthanisation. On a des travaux aussi sur les polluants, sur la quantité d'eau, la qualité d'eau. Bien évidemment, les énergéticiens travaillent aussi sur la flexibilité réseau, avec des questions qui paraissent très anecdotiques, mais qui ont été mises au point, par exemple la technologie rebours, qui permet de remonter les pressions de gaz du GRD, du réseau de distribution vers le réseau de transport, la sécurisation du réseau, et puis bien évidemment, arrivera à terme les mécanismes de marché pour éviter justement, pour stabiliser ce système. Et ça, je pense que Vincent pourra vous en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous ai mis toute une liste et vous aurez les accès. Donc, je ne me prétends pas du tout être exhaustif sur les programmes de R&D qui sont proposés en France. Là, c'est les programmes qui sont accompagnés par l'association Elle, bien entendu, de manière multipartenariale. Donc, vous allez avoir un gros programme sur les CIV. Les CIV qui sont vraiment un objet très important aujourd'hui de recherche dans de très nombreuses régions de France. On ne peut pas aborder les CIV de la même manière dans le sud-ouest que dans le Grand Est. Donc, on a des questions sur ces aspects-là. On a évidemment des questions sur les émissions fugitives, ces fameuses fuites. Il faut aussi travailler dessus. On a un programme, alors Matt Lamousse, voilà, c'est la mousse, ça paraît très anecdotique, mais là on est bien dans une question de procédé. Pour ceux que ça intéresse, avoir de la mousse dans une méthanisation, c'est pas terrible. Un très très gros programme métabiosol sur la vie du sol, porté en particulier par l'INRAE, et qui va permettre vraiment d'éclaircir et d'éclairer la relation entre l'épandage du digestat et la vie du sol. Juste pour info, les premiers résultats qui tombent sur métabiosol sont plutôt très positifs. On a Méta 3G, c'est la méthanisation dite de troisième génération qui doit ce programme doit permettre de réfléchir aux services écosystémiques offerts par la méthanisation et en particulier sur le sol. Et puis, on a des questions sur qualité de l'air, des odeurs, etc. Donc ça, vous voyez, elle accompagne en conditions multipartenariales. On peut aussi regarder ce que GRDF accompagne en termes de financement. Donc, on a un programme sur comment gagner en compétitivité. Alors, je vous propose de ne pas tout relire. Vous aurez accès à ces choses-là. Donc, on a des questions d'intelligence artificielle sur les traitements, les pré-traitements, les nouveaux procédés de digestion, d'épuration, de méthanation. Là, sur les CIV, donc en fait, GRDF et Elle travaillent aussi ensemble. On a des questions sur les biodéchets. La question de la flexibilité du réseau fait l'objet aussi de beaucoup de travaux parce que, comme l'a dit Vincent, on est actuellement à moins de 10 TWh produits. Alors, en COGE plus injection. Si l'objet, c'est d'arriver à plus de 100 TWh, eh bien, ça va être une révolution par rapport au réseau, par rapport à sa flexibilité. On va travailler sur les nouveaux moyens de production. Alors, que fait-on du CO2 produit, par exemple? On a aujourd'hui du CO2 biogénique issu de la méthanisation qui peut être utilisé en alimentaire. On a des questions solaires et de technologies de rupture, on pourra y revenir, sur méthanisation. La sécurisation des sites, c'est très important. Et puis, on a vraiment un point très important sur ces bénéfices
environnementaux, donc digesta, ressources en eau. On sait bien qu'aujourd'hui, on a des soucis de quantité et de qualité d'eau, donc il ne faut pas venir en problématique là-dessus. Les GES et le climat, je crois qu'on est assez tous d'accord pour dire, et ça a été dit, que la méthanisation est une énergie renouvelable bas carbone. Je n'ai pas dit sans carbone, hein, bas carbone. Et puis des questions de biodiversité avec de nombreux programmes. Alors, je vais vous expliquer ce que nous on fait à Nancy, mais là aussi de manière très claire et très rapide. Donc, nous avons un programme Perséphone depuis 6 ou 7 ans où nous épandons sur nos prairies permanentes du Digesta. Et les informations et les résultats sont qu'en fait, tout se passe bien pour la microflore du sol. On a des travaux assez spécifiques. On vous parlait de polluants. Alors, nous avons une activité aux Antilles. Et je crois que d'ailleurs, il y a branché ici un chercheur qui travaille aux Antilles. Et nous avons montré que la méthanisation permet de dégrader une partie de la chlordécone. Alors, pour ceux que ça parle, vous irez regarder un petit peu le scandale de la chlordécone aux Antilles. Dans le même cadre, on travaille sur la dégradation par méthanisation des sargasses, cette fameuse algue qui submerge les Antilles. Nous travaillons aussi, comme d'autres labos de recherche, sur la méthanation. Et on travaille aussi sur le déploiement d'une technologie, non pas de rupture, mais qui nous paraît adaptée pour l'agriculture, la méthanisation sèche thermophile. Et puis, il y a 4 ou 5 ans, on a fait un travail assez significatif sur les plantes invasives et en particulier sur le traitement de la renouille du Japon par méthanisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la recherche et le développement? On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la méthanisation est une énergie bas carbone. Là-dessus, je crois que personne revient sur ces aspects-là. On a de très nombreux travaux qui travaillent sur les impacts et bénéfices. On est bien d'accord, et Armelle l'a un peu abordé, il n'y a pas d'énergie neutre, donc on peut avoir des bénéfices environnementaux, mais on peut aussi avoir des impacts environnementaux, et c'est pourquoi de nombreuses recommandations et obligations ont été spécifiées. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, mais par exemple, on sait aujourd'hui que la durée de stockage de digesta doit être fixée, voire un peu augmentée, si on veut garantir un épandage de digesta dans des conditions agronomiques qui sont adaptées. On a des questions sur une nouvelle directive, la directive RED 2, qui renforce ce dispositif sur les bénéfices environnementaux. On pourra répondre à vos questions si ça vous intéresse. Vincent Jean-Baptiste est le spécialiste de la directive RED 2. Ce qui va être très important, et ça a été dit par Armelle, actuellement, nous produisons 10 TWh par la méthanisation. Comme l'a dit Vincent, la plupart des scénarios indiquent 80, 120, voire 140 TWh à 2050. Il est très clair qu'il va falloir une véritable stratégie nationale pour arbitrer, réguler l'usage de cette biomasse au service de la méthanisation. Sans cette régulation, sans cette planification, on peut avoir des impacts majeurs sur un certain nombre de filières, et en particulier sur les filières d'élevage. Pour ce qui est de la formation, bien, la formation, elle aussi, elle est nécessaire parce que la méthanisation est un métier spécifique. Et donc, on peut citer, alors on en est assez fiers dans le Grand Est, d'avoir mis en place la première formation officielle sur la méthanisation. Donc, nous en sommes à la 8e promotion depuis 2015. C'est un diplôme universitaire sur la mise en œuvre d'une unité de méthanisation. Je ne reprendrai pas tout ce qui est écrit. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir avoir soit des responsables d'unité, soit des développeurs chez les constructeurs, soit des accompagnants pour des porteurs de projets, soit des chargés d'études dans des bureaux d'études, etc. Donc, c'est un diplôme, c'est une formation sur 1 an. On rentre avec un BTS ou équivalent et au bout d'une année, on a une formation qualifiante. On trouvera aussi, et ça c'est beaucoup plus récent, ce qu'on appelle le certificat de spécialisation RUMA, qui est le responsable d'une unité de méthanisation agricole. Alors, il existe depuis 2019. Il est déployé dans les maisons, dans les MFR ou dans les lycées agricoles. Donc, j'espère ne pas en avoir oublié. Je suis allé regarder sur France Compétences. Et donc là, on est sur un profil un peu plus technique. Et donc, l'idée, c'est de former des personnes qui seront capables de suivre une unité de méthanisation. Donc, c'est lui aussi, ce certificat de spécialité, c'est une formation qualifiante d'une durée de 9 mois par apprentissage ou en formation pour adultes. Par contre, pour entrer dans cette formation, c'est un diplôme de niveau 4, donc c'est un bac qui vous permettra de rentrer dans cette formation. Alors après, ce qu'on va trouver, et de manière très, comment dirais-je,
homéopathiques sur le territoire, mais avec à la fois des travaux de recherche, d'enseignement, industriel, ce sont des chaires. Alors, on va trouver des chaires industrielles, des chaires de recherche, des chaires d'enseignement. Alors, je vais les lister parce qu'elles sont pas. Alors, j'ai pas là non plus la pertinence d'être absolument complètement exhaustif. Donc, AgroParisTech s'est lancé en partenariat avec GRDF et ça a été signé au Salon de l'Agriculture. Bon, nous, l'ENSAIA, nous avons une chaire industrielle Agrometa qui tourne aussi. On voit apparaître des chaires très récentes, comme la chaire Merge à l'Université de Reims. On a aussi la chaire TTA, Transition des territoires agricoles à l'Université de Troyes. L'INSA est aussi très positionné sur l'innovation. L'ISARA a aussi sa propre chaire et l'Unilassal a développé sa chaire méthanisation. J'ai aussi procédé à une petite interrogation de ce qui se fait dans les écoles, dans les universités, et il s'avère que la méthanisation est aussi abordée dans de nombreuses formations universitaires, soit sous forme d'interventions assez dispersées dans la formation, soit sous la forme de modules. On va aussi trouver une formation au service des acteurs, en général les exploitants agricoles. Donc là, j'ai pris 3 exemples. Vous avez des formations en Bretagne sous forme de 5 jours. Vous allez en trouver dans les Pays de la Loire. Vous allez en trouver en Grand Est. Mais en tous les cas, vous allez en trouver à peu près dans toute la France des journées de formation pour des opérateurs de méthanisation. Et je vous cite un site d'information pour tout public où vous trouverez à peu près la totalité des informations sur l'état actuel des connaissances de la recherche sur le site infometa.org, ce qui vous permettra d'aller regarder un petit peu l'ensemble des infos disponibles sur la méthanisation. Je vous remercie. Merci beaucoup Yves. Alors nous avons une dizaine de questions, donc je vais les prendre rapidement les unes et les autres. Alors je pense que la première question s'adresse à Armel. Avez-vous analysé le système agricole des exploitations ayant une unité de méthanisation, en propre ou en collectif? Sont-elles celles qu'on qualifierait comme ayant réalisé la transition vers l'agroécologie? Alors, nous avons mené des travaux sur cette question de lien entre méthanisation et agroécologie. Nous n'avons pas étudié l'ensemble des configurations qui existent, mais effectivement, cette question déjà des modèles de méthanisation renvoie à des enjeux voilà, très différents. C'est-à-dire qu'entre posséder une méthanisation sur son exploitation agricole et puis contribuer, être partie prenante d'un projet de territoire, les évolutions et les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Mais dans le cadre du programme Métalae, comme méthanisation levier de l'agroécologie, nous avons effectivement étudié 46 exploitations agricoles dans leur pratique avant et après la méthanisation et pu démontrer que dans la grande majorité des cas sur ces exploitations agricoles, on a pu avoir des évolutions de pratiques que l'on peut qualifier d'agroécologiques, avec parfois de la mise en place de la méthanisation adossée à une évolution de l'exploitation vers des pratiques, par exemple l'agriculture biologique. Nous avions aussi pu avoir un certain nombre de vérifications sur l'impact de la méthanisation par rapport à la situation, à l'autonomie fourragère de l'exploitation agricole, par rapport au bien-être animal, par rapport aux pratiques agricoles, etc. Et globalement, la méthanisation n'induit pas systématiquement des évolutions de système. Aujourd'hui, on pose souvent la question de l'élevage et du lien avec l'élevage et du risque pour l'élevage. Je l'ai vu dans les questions aussi. On voit bien aujourd'hui que plusieurs méthaniseurs nous remontent le fait que sans la méthanisation, ils ne seraient peut-être plus éleveurs aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un engagement dans la méthanisation aussi pour quelque part avoir une manière de diversifier ses revenus, une manière d'avoir une lisibilité dans ses revenus qui est intéressante. Et on est vraiment dans la mise en place d'une économie circulaire autour du projet de méthanisation. Mais là aussi, tout ça dépend de la façon dont on dimensionne son projet, de la façon dont on prend en compte son projet. Effectivement,
on peut très bien devenir principalement méthaniseur, mais on a aussi un nombre important d'éleveurs qui sont attachés à leur métier d'éleveur et qui, quelque part, conservent ce métier d'éleveur grâce à la méthanisation, et ils voient une véritable valeur ajoutée aussi dans la circularité entre le fait de produire, produire du lait ou de la viande et pouvoir valoriser les effluents d'élevage par un retour au sol au travers du digestat. Merci Armelle. Si je peux Peut-être une oui. précision, parce que Armelle citait le programme Metalae, effectivement, qui est très intéressant, mais il y a également la thèse de Jeanne Cadiou, là, elle va bientôt la soutenir. Pour le coup, elle a de nouveau été voir des unités de méthanisation donc dans les Vosges et dans le Bas-Rhin, en se posant exactement cette question-là. C'est en gros l'arrivée de la méthanisation, pratique avant, pratique après. Et elle montre, sans déflorer le résultat de sa thèse, qu'effectivement, l'arrivée d'une unité de méthanisation sur une exploitation agricole ne va pas automatiquement le faire basculer ou transitionner vers des pratiques agroécologiques. Hein. Tout dépend du cadre de référence et de la situation de départ. Donc, transition agroécologique et méthanisation, c'est clairement pas automatique. Maintenant, ce qu'il faut peut-être plus se questionner, c'est l'évolution globale du modèle agricole et le cadrage qu'on a sur l'évolution globale du modèle agricole. La méthanisation, c'est qu'un outil, et ça dépend après de qui manie l'outil. Quand vous le mettez dans les mains d'agriculteurs qui se posent déjà certaines questions, et ben, effectivement, lorsqu'ils vont se mettre à faire de la méthanisation, dire bah, tiens, là, je vais avoir accès à peut-être un peu plus de fertilisation organique. Donc, ceux qui hésitaient peut-être à passer au bio parce qu'ils avaient peut-être un peu des difficultés de se dire bah, comment je vais faire pour faire ma fertie, ça peut les faire basculer. Donc, tout va dépendre de la personne, en tout cas des acteurs qui vont manier cet outil. Et il y a effectivement des belles histoires à raconter, notamment sur la transition vers l'agriculture biologique. Ça se constate quand même assez bien sur les territoires. Oui, merci Vincent. Philippe Prévost vous signale dans la discussion que si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions agronomiques, vous avez un numéro spécial de la revue Agronomie, Environnement et Société en accès libre sur le thème de la méthanisation. Vous trouverez ça sur leur site. Philippe a mis les références. Donc, je suis obligée de sauter un petit peu certaines questions. Je vais sur une question qui est un peu moins agronomique. Quelle est la meilleure communication possible, surtout sur les messages des écologistes? Bon, c'est peut-être un petit peu vague. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer là-dessus. Alors là aussi, on a des associations environnementales qui soutiennent la méthanisation. Aujourd'hui, la plupart des associations environnementales à périmètre national, comme WWF, France Nature Environnement, etc., ont une position, ont mené un travail d'élaboration de leur position sur le sujet de la méthanisation. Donc, il y a eu un travail important de WWF, un débat de controverse sur la méthanisation pour justement, comment dire, ne pas écarter les questions sensibles qui se posent au travers de la méthanisation. Mais globalement, aujourd'hui, je pense que la meilleure démonstration, c'est quand même que la méthanisation apporte des réponses concrètes en termes de production d'énergie renouvelable sur les territoires, de production d'énergie à des échelles qui restent, on parle beaucoup de micro-méthanisation, etc. On reste quand même sur des unités de production qui sont assez peu importantes en termes de taille. Quand on compare au reste de l'Europe, on est encore une fois sur des installations de taille raisonnable, qui sont de proximité, qui sont au service des besoins énergétiques du territoire, avec une diversité de valorisation, qu'elle soit électrique, injection, voire, on n'en a pas parlé aussi, de la mobilité gaz qui se développe avec la mise en place de stations d'avitaillement de GNV. Donc, la meilleure réponse pour moi, c'est celle qu'apporte le terrain aujourd'hui concrètement, avec 1500 installations réparties sur l'ensemble du territoire qui valorisent majoritairement des effluents d'élevage et majoritairement des déchets. Et quelque part, ces éléments-là aujourd'hui sont incontestables. Comme le disait Yves, la recherche menée depuis une dizaine d'années sur la méthanisation nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de certitudes quant à ce que la méthanisation permet quant à sa contribution effective au mix énergétique et au moindre impact sur le changement climatique. Après, il reste des axes de progrès, et ça reste toujours inhérent à toute filière industrielle qui a des impacts qu'il faut au mieux maîtriser au cas par cas des projets, et ça, c'est ce sur quoi travaille également la recherche.
Merci beaucoup, Armel. Autre question, que devient le CO2 produit lors de la méthanisation une fois le biogaz épuré? Alors peut-être Yves Là, je peux répondre. En fait, Ouais. ce CO2 aujourd'hui, c'est un CO2 biogénique, hein, donc on soit clair. Donc, s'il n'est pas valorisé, en termes bilan, il est neutre. Par contre, il peut devenir du CO2 à impact négatif si ce CO2 est valorisé. Donc aujourd'hui, vous avez des travaux et voire les premières unités qui sont en train de récupérer ce CO2 dans ce qu'on appelle les off-gaz, donc les gaz après épuration. Et en fonction de leur usage, que ce soit du CO2 à usage alimentaire ou du CO2 à usage non alimentaire, eh bien ce CO2 peut être utilisé dans les filières industrielles, ce qui rendrait pour le coup là, on aurait un CO2 à caractère négatif parce qu'il serait utilisé dans d'autres usages. Et il y a actuellement des travaux qui sont menés pour le déploiement à grande échelle. Alors bien évidemment, ça s'imagine plutôt sur des unités de taille significative, hein, pour pouvoir récupérer, et en particulier sur l'injection, hein, où on a pour le coup, après épuration, le gaz après épuration qui est déjà à plus de 98% contient du CO2. Merci Yves. Alors peut-être du coup, je prolonge parce que votre réponse sera plus rapide par une autre question qui était le développement de la méthanisation a-t-il un effet sur le bilan carbone des sols et sur la fonction de puits de carbone des sols? Mais là aussi, c'est un peu ce qui a été dit par mes collègues. Aujourd'hui, il y a des très nombreux travaux qui montrent qu'en particulier, les cultures intermédiaires à vocation énergétique stockent du carbone. Donc, on a aujourd'hui des pratiques agricoles qui sont connues et qui insistent sur le fait que on peut stocker du carbone aussi dans les sols via la méthanisation. Tout est une question d'arbitrage, de gestion, mais sur les principes agronomiques, on peut stocker du carbone via notamment les cultures intermédiaires. Pourquoi? Parce que ce qu'elles produisent à l'extérieur, elles ont aussi le système racinaire qui reste à l'intérieur. Donc, les CIF peuvent être un excellent système de stockage de carbone. Alors après, se pose la question de leur fertilisation minérale ou non, etc. Donc, c'est vraiment une approche systémique qu'il faut avoir. Merci Yves. Autre question, quel est le risque pour l'élevage de la méthanisation? Alors celle-là, je veux bien la prendre. En fait, le risque, il n'y en a pas. C'est qu'en fait, tant qu'on est à 10 TWh, pour l'instant, on va dire que les compétitions existent sur certains territoires, hein, et on le sent dans le Grand Est. Hein. Ce qui va se passer, c'est que si on veut vraiment passer de 100 TWh à 80 ou 100 TWh, enfin de 10 TWh à 80 ou 100, il faut être très clair. On ne va pas refaire les webinaires sur la bioéconomie, hein, mais de toute façon, la biomasse n'est pas infinie. Donc de toute façon, il est très clair que arriver à un niveau de production qu'on n'a pas encore complètement bien établi, on va avoir un problème d'arbitrage dans l'usage de cette biomasse au service de l'énergie, au service de l'alimentation ou de l'alimentation humaine ou animale. Donc en fait, la vraie question, elle ne peut pas être adressée à GRDF ni au centre de recherche. Cette question, elle doit être adressée aux politiques. Qu'est-ce que le politique veut pour son mix énergétique de demain? Il est très clair, et j'espère que mes collègues pensent la même chose, qu'on ne pourra pas avoir 140 TWh de méthanisation et conserver tous les usages actuels de la biomasse. Ce n'est pas possible, on a un problème de quantité. Donc, c'est vraiment une question d'arbitrage et de choix, mais ça, c'est aux politiques de le décider dans le cadre d'un schéma national biomasse qui est ensuite décliné dans des schémas régionaux biomasse. Et puis après, on attend avec beaucoup d'impatience la nouvelle PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va être décidée dans quelques mois sur les enjeux et les ambitions de la méthanisation donnée par l'État. Oui, Merci Yves. je peux préciser, Yves, effectivement, il y a ce sera très prédimensionnement les choix politiques qui seront faits dans les années qui arrivent là. Mais il y a aussi un choix, des choix des consommateurs, parce que dans toutes les perspectives, dans toutes les prospectives que je vous ai montrées là derrière, à l'horizon 2050, il y a clairement des visions du monde et il y a des perspectives fortes en termes d'évolution de notre assiette alimentaire, de ce qu'on mange tout simplement, hein, des protéines qu'on ingère chaque jour, et donc derrière, les cheptels associés. Et le message que je veux vous faire passer, c'est que les prospectives qui sont faites à 2050 intègrent des baisses significatives de cheptels et intègrent un peu ces réorientations de flux de biomasse dont vient de vous parler Yves.
Et ces réorientations de flux de biomasse vont être drivées effectivement par des décisions politiques, mais aussi par nos comportements et par nos consommations. Merci. Autre question, pour améliorer les rendements de méthanisation, on voit de plus en plus l'intégration de cultures spécifiques, cives, dans les projets d'installation méthaniseurs agricoles. Est-ce que ces cives ne font pas courir un risque très important d'appauvrissement des sols et une tension sur l'usage de l'eau qui pourrait mettre en tension l'alimentation? Alors, qui peut répondre, peut-être Armelle? Alors, cette question encore une fois, hein, de la question de la matière organique des sols, elle est liée à l'ensemble des pratiques agricoles. Donc, il y a encore une fois, tout est lié, c'est-à-dire que quand on parle de retour au sol de matière organique, il y a la question du type de fertilisation et il y a la question des rotations et de la manière dont les rotations s'enchaînent et dont elles se diversifient ou pas. Donc, en tous les cas, avec la méthanisation, le retour au sol de digesta contribue à l'entretien de la matière organique parce que c'est un produit résiduaire organique. Trop souvent, voilà, il y a des discours assez simplifiés sur le fait que, bien entendu, on dissipe une partie du carbone sous forme de biogaz, hein, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, une partie du carbone facilement dégradable est dégradée par le processus de méthanisation et c'est lui qui permet de produire le méthane. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on conserve la grande majorité du carbone non facilement dégradable, mais c'est la même chose qui se passe sur un tas de compost ou c'est la même chose qui se passe sur un tas de fumier. Quand aujourd'hui, des tas de fumier sont stockés au champ 3-4 mois avant retour au sol, une bonne partie du carbone facilement dégradable est partie sous forme de CO2. On voit bien les tas de fumier qui au champ émettent de l'eau, la vapeur d'eau et du CO2. Donc, on a aussi une perte de carbone. Donc, le retour au sol de ce digesta contribue à l'entretien de la fertilité des sols bien plus que de la fertilisation minérale. Après, bien sûr, on fait évoluer aussi les pratiques. Donc, on a parlé des cives. Tout est une question, encore une fois, de bilan, c'est-à-dire entre l'exportation et ce qu'on ramène. Donc, quand on est dans une logique de circuit court, c'est-à-dire de circuit de circulaire, pardon, quelle que soit l'échelle, ou ce qu'on prélève dans le parcellaire, on le ramène sous une forme de digesta et en plus on laisse au champ, encore une fois, les chaumes et les racines, on conserve la capacité de fertilité du sol. Et ensuite, la question, donc ça c'était la partie matière organique et la deuxième élément. C'était, pardon, excusez-moi, je retrouve la question, pardon. Je crois qu'elle a sauté en fait. Du coup, appauvrissement des sols en fait, hein, c'était la question de l'appauvrissement des sols. Mais ça, je crois que vous y avez répondu, non? Oui, c'est ça. La question d'appauvrissement des sols, pour moi, elle est assez claire aujourd'hui. Par rapport d'ailleurs des travaux très récents, hein, comme le projet CarboSims, hein, a simulé à l'horizon de 30 ans le taux de matière organique de sol sur lequel on pratique des rotations en intégrant des cives et a montré la capacité globalement stockante en ayant encore une fois des bonnes pratiques de gestion et de fertilisation des sols. Merci. Une question peut-être cette fois-ci pour Vincent. Que pensez-vous des bus de la RATP en région parisienne qui, par affichage, indiquent qu'ils fonctionnent au gaz venant d'élevage de porcs? Alors, je vous adresse la question parce que vous avez parlé de la question de la demande. Donc, ça, c'est une belle campagne de pub, effectivement, gérée par la com. C'est une campagne nationale, donc c'est vrai que ça fait bizarre de voir qu'on parle d'élevage porcin en Ile-de-France. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Non, l'idée, c'était plutôt de mettre en avant les usages, hein. Donc là, c'était se chauffer, cuisiner, etc. Et derrière, il y avait les images des animaux qui sont reprises. Donc là, on est clairement sur de la communication. Ce sont des choses qui sont gérées par ma direction communication, donc je leur poserai la question. Mais voilà. C'est effectivement, en fonction du contexte, en plein Paris, ça peut être un peu en décalage. Mais c'est pour toucher le grand public, justement. Et il me semble, en tout cas, ça pour le coup, j'ai eu la confirmation que l'idée, c'était plutôt de flécher les usages, quoi. Allez voir ce que vous pouvez faire avec du gaz renouvelable. merci. Et après, dans une perspective où on a de plus en plus de gaz renouvelable qui est injecté sur les territoires et avec le gaz qui est de plus en plus présent sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il remonte le réseau, comme vous a dit Yves, c'est-à-dire qu'il va sur le réseau de transport et puis potentiellement qu'il serait stocké, il ne serait pas impossible qu'à terme, quand on aura 10, 20, 30, 40% de gaz renouvelable dans le réseau, il n'est pas impossible qu'en plein cœur de Paris, ce soit bien de la molécule de gaz renouvelable qui soit utilisée par les Parisiens. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite.
Merci Vincent. Et alors une dernière question, on ne va pas avoir beaucoup de temps pour y répondre. C'est l'actualité très récente semble montrer une fragilité de certains modèles économiques associés à la méthanisation agricole, lien partiel avec le besoin d'électricité pour faire fonctionner le méthanisateur, dépendance parfois des conseillers de l'étranger. Comment peut-on consolider les modèles économiques? Et quelque part, ça va avec la question suivante, sur des études ont-elles été réalisées sur la viabilité économique des méthaniseurs en France? Et pour les méthaniseurs actuellement non viables, cela vient-il d'un problème contextuel, hausse des charges, électricité, etc. Alors, Donc, je vais répondre très vite. Ouais. En fait, effectivement, la crise, notamment l'augmentation du prix de l'électricité, a fragilisé un certain nombre d'unités de méthanisation. La réponse, elle est qu'aujourd'hui, ces unités sont en train de s'autonomiser sur leur production électrique. Voilà, par la mise en œuvre de panneaux agrivoltaïques, par la mise en œuvre de cogénération qui produisent l'électricité. Donc effectivement, cette crise démontre toute la capacité de réactivité de la méthanisation. Alors après, il n'est pas exclu qu'ici ou là, par des défauts de formation, on ait des unités de méthanisation qui ont un mode de gestion qu'on peut interroger. Mais je veux insister sur le fait, on l'a dit tout à l'heure, on est à plus de 1500 unités. Il ne faudrait pas, parce qu'on en a quelques-unes qui ont, comment dirais-je, un mode de gestion qu'on peut interroger, on mette un voile noir sur la totalité de la filière. Merci Philippe, beaucoup. parce qu'on a encore une seconde sur l'usage. Non, il est 14h, donc on respecte les horaires. Et donc, merci à tous, merci à vous quatre. Et juste pour vous dire que la semaine prochaine, on revient sur la thématique biodiversité et on parlera de la cohabitation entre les loups et les élevages. Vous voyez que c'est un sujet complètement différent. Donc, un grand merci et au revoir à tous et bonne semaine. Merci, au revoir. Merci Philippe. Merci, au revoir. Merci à vous trois. Au revoir.